Réconcilier économie, sociale et politique. Une gageure? Entre économie, sociale et écologie, les équilibres et les arbitrages sont souvent difficiles. Une émission dans la droite ligne de l'éducation populaire, point de polémique, juste des faits et des points de vue. Bonjour, c'est Xavier pour l'émission Économie sociale, écologie, comment les allier et les relier. Et pour cette émission-là, on va parler de la pauvreté, parce que finalement, c'est quand même un sujet extrêmement important. Et pour m'aider à parler de ce sujet-là, j'ai trois invités. C'est Madame Motel-Michel, qui est conseiller municipal de Guichen, qui est également conseiller départemental et qui s'occupe d'une association, c'est 100 pour un toit. Et on parlera et de son mandat d'élu et de sa passion, on ne va pas dire passion, de son engagement surtout pour 100 pour un toit. J'ai également Pierrick Armand, qui est des Restos du Cœur. Vous êtes trésorier, voilà, le grand argentier des Restos du Cœur de l'Ille-et-Vilaine. Et puis Capucine Roussin, qui s'occupe de l'épicerie gratuite. Et là, on va traiter du problème des étudiants, parce que c'est pas un petit problème. Alors, avant de leur laisser la parole, je voudrais rappeler quelques chiffres au niveau national. D'abord, c'est des chiffres de 2022, on n'a pas trop les chiffres de 2023, 2024 d'une façon précise. On a 9 millions, un peu plus de 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, vivre en dessous du seuil de pauvreté, le seuil de pauvreté pour l'INSEE, c'est 1216 euros par mois, c'est-à-dire moins que le SMIC. Ça correspond à 60% du niveau médian des revenus de chacun. Le niveau médian, c'est la moyenne, le revenu moyen pour chacun, pour la population. Donc, 60% du revenu moyen, c'est le seuil de pauvreté. Et on arrive à 14,4% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui sont donc considérées d'une façon très précise comme en état de pauvreté. On peut dire aussi qu'il y a deux grandes populations qui sont plus impactées que les autres. Il y a les chômeurs, c'est 35,3% des chômeurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et puis il y a les familles monoparentales, c'est 31,4%. Alors, suivent de très près les étudiants et puis les retraités pour une partie. On va pas aller plus loin là-dessus. Par rapport à l'Europe, on est au milieu du gué au niveau de la pauvreté, un petit peu moins bien loti que la moyenne. Voilà. On peut dire aussi qu'il y a eu une belle évolution entre 1970 et 1984. La pauvreté a largement baissé parce qu'elle est passée de 17% à 13%. Mais depuis 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, on est en progression, ce qui est quand même une vraie catastrophe, puisque ça a été souvent une priorité nationale, la pauvreté, et pourtant on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Voilà pour les chiffres régionaux. Et puis moi, je vais laisser la parole à Michel Motel pour nous dire qu'est-ce qui se passe dans le département de l'Ille-et-Vilaine, et puis comment on est lotis, nous, dans le département de l'Ille-et-Vilaine par rapport à la pauvreté. Bonjour et merci pour votre invitation et d'avoir choisi cette thématique. Alors, vous savez que le département, c'est la collectivité des solidarités humaines, ce qu'on appelle les solidarités. Donc, on s'occupe principalement de différents sujets. Le premier sujet, c'est les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes en insertion. Ça rebondit sur les chiffres que vous avez donnés. Donc, en Ille-et-Vilaine, c'est 100 000 personnes qui sont sous cette qualification seuil de pauvreté. Ici, sur le territoire de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, on a notamment, malheureusement, la commune de Vandanas qui compte un pourcentage à 10%. C'était des chiffres que vous pouvez retrouver dans la presse. C'est sorti fin d'année dans Ouest France. Donc concrètement, nous, département d'Ille-et-Vilaine, on finance pour 2025 156 millions d'euros pour la politique de l'insertion. Donc l'insertion, c'est quoi? C'est à la fois le soutien aux personnes au RSA. On a 19 750 allocataires en 2024. La problématique, c'est qu'on pense que ces chiffres vont augmenter.
On n'est pas le département le plus impacté sur ces sujets. Il faut savoir qu'on a une bonne dynamique économique. Malgré tout, vous voyez que ça a un coût financier. Le coût, il est financier parce que le RSA, il est à 635 € pour une personne seule. Il est à 953 avec un enfant et 1144 avec 2 enfants. Alors nous, ce qu'on aime à dire au département d'Ille-et-Vilaine, dans la majorité de gauche que je représente, c'est qu'on ne vit pas avec le RSA. On survit. On arrive tout juste à subvenir aux besoins essentiels. Il ne faut pas avoir des accidents de la vie. Il faut avoir un logement, notamment un logement social, parce qu'autrement, on n'arrive pas à atteindre les niveaux d'exigence des loyers des logements privés. Il ne faut pas avoir de problème de santé. Il ne faut pas avoir de problème de mobilité. Et en vérité, la grosse difficulté avec les personnes en situation de RSA, c'est que souvent, elles cumulent les difficultés. Tout à l'heure, vous parliez des familles monoparentales. Il n'est pas rare d'avoir des mamans seules avec enfants ou des papas seuls avec enfants qui bénéficient de ce revenu de solidarité. Mais c'est un revenu de survie. Évidemment, dès qu'il y a un problème de santé, l'accès aux soins se pose. Donc, le vrai sujet, nous, au département d'Ille-et-Vilaine, quand on parle de ce sujet-là, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe au national pour qu'on en soit dans cette situation ? Pourquoi autant de pauvreté ? Pourquoi autant de chômeurs ? Qu'est-ce qui se passe économiquement ? Quels ont été les choix des politiques libérales depuis des années ? Quelle est la réelle répartition des richesses ? C'est ça le vrai combat. Parce que s'il y avait la France est un pays riche. S'il y avait une véritable répartition des richesses, on n'en serait pas à avoir des étudiants qui font la queue dans des files d'attente pour avoir un paquet de pâtes. Vous voyez, on en est là. Moi, j'ai de l'émotion quand je parle de ça parce que j'ai de la colère. Moi, j'ai été jeune, j'ai fait des études. Mais est-ce qu'on imagine des jeunes obligés de se préoccuper de savoir ce qu'ils vont manger, alors qu'en même temps, il y a une exigence dans le niveau universitaire en France, où en même temps, il faut qu'ils aient un boulot à côté, il faut qu'ils rendent les devoirs, il faut qu'ils réussissent les examens, et ils ont cette précarité, et parfois, ils ont même la précarité du logement. Donc, le département, je reviens, c'est une politique d'insertion, et on en est fiers. Et on accompagne les personnes au RSA pour retrouver le chemin de l'emploi. Mais pour retrouver le chemin de l'emploi, il y a beaucoup de barrières à lever. Parfois, il y a des barrières aussi qui sont liées à votre parcours de vie, à votre chemin de vie. Moi, j'aime aussi dire qu'en France, on n'est pas égaux par rapport à la naissance. Votre parcours de vie, il se détermine dans la famille où vous êtes né. En fonction de ça, vous aurez les bonnes portes qui vont s'ouvrir ou pas. On en est dans un système de reproduction d'inégalités en France. Et c'est pour ça que le taux de pauvreté augmente. Moi, j'aime à dire aussi que quand il y a un accident de la vie, tout le monde peut avoir des accidents de la vie. Demain, je peux perdre mon travail, voyez. Mais moi, autour de moi, j'ai une famille qui sera mon filet de sécurité. Quand vous n'avez pas la famille, filet de sécurité, la descente aux enfers est très rapide. Vous perdez votre boulot, vous perdez votre voiture, vous perdez votre logement, vous perdez vos amis et vous êtes à la rue. Voilà. Voilà, je veux bien parler de la politique du département, mais j'aime aussi remettre ça dans le contexte national. Dans une perspective nationale. Nous, on est fiers des solidarités humaines qu'on mène. On essaie d'accompagner les gens à la reprise de l'emploi, mais il faut résoudre plein de difficultés. Sur les mamans, par exemple, ou les papas en famille monoparentale. Si on veut vraiment qu'il y ait un retour vers l'emploi, il y a plein de choses à faire. Il y a question de la formation professionnelle parfois, mais quand il faut vous former, qu'en même temps il faut faire garder les enfants et que vous avez seulement 953 € avec un enfant, le coût de la garde, il coûte cher. Vous voyez, il y a tout ça à mettre en perspective. Et du coup, il ne suffit pas de dire je fais un plan de lutte contre la pauvreté comme on peut entendre parfois au niveau gouvernemental et en vérité pas mettre les moyens. Parce que où sont les moyens sur le logement d'urgence ou le logement temporaire, par exemple. Voilà. Je voulais aussi vous signaler quand même d'autres politiques quand même sur la politique liée au handicap. On parle souvent de l'insertion, c'est un budget. On a aussi au niveau de l'insertion pas seulement les revenus RSA, on a aussi ce qu'on appelle le Fonds Solidarité Logement pour 4 millions d'euros. Donc c'est un fonds d'aide pour payer les loyers et pour payer les factures énergétiques parce que le coût de l'énergie a explosé. Tout à fait. Et ça a un impact sur le pouvoir d'achat des gens. Vous voyez. On va y revenir. J'adore la passion que vous mettez à tout ce que vous dites. Et c'est très, très important. Mais on va y revenir. On va commencer par prendre deux exemples concrets qui vont corroborer ce que vous êtes en train de dire, j'imagine. Et je voudrais laisser la parole à Pierrick Armand pour les Restos du Cœur. Tout le monde connaît les Restos du Cœur, ça, ce qui est bien dommage d'ailleurs, mais voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils font en Ille-et-Vilaine comme travail? Et puis, quelles difficultés, par rapport à ce que disait Michel Motel, vous rencontrez auprès de vos bénéficiaires?
Merci pour votre invitation. Alors effectivement, tout le monde connaît les Restaurants du Cœur. Et j'en profite pour dire à ce micro que cette année, nous fêtons les 40 ans des Restaurants du Cœur. Donc on a l'habitude, lorsqu'on est entre nous, de dire que lorsque Coluche a créé cette petite cantine gratuite pour quelques mois, pour quelques années, se retrouver 40 ans après avec une organisation aussi lourde que les Restaurants du Cœur, nous on l'analyse comme un échec de la société moderne. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Et j'arrête là l'analyse, puisque les Restaurants du Cœur sont apolitiques et on fait ni de politique ni de religion. Mais pour autant, on est une des associations les plus importantes sur l'aide alimentaire et l'aide à la personne, puisque les Restaurants du Cœur représentent plus de 35% de l'aide alimentaire globale. Donc ça, c'est important. Je partage les chiffres, et on les vérifie chaque jour, les chiffres qui ont été indiqués là, puisque sur l'île-et-Vilaine, on a à peu près 18 000 personnes qui sont aidées par les Restaurants du Cœur, et que un autre chiffre important qui est significatif, c'est que la moitié des personnes qui viennent au Restaurant du Cœur vivent avec moins de la moitié du seuil de pauvreté. Ouais. C'est-à-dire 500 euros, 500-600 euros maximum. Voilà, alors évidemment, les Restaurants du Cœur, on est obligé, parce qu'on ne peut pas donner tout le monde et aider tout le monde, on est obligé de regarder les critères d'éligibilité des personnes qui viennent au Restaurant du Cœur, non pas pour écarter certains, mais pour se concentrer sur les plus démunis, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Donc c'est à peu près 18 000 personnes, plus de 18 000 personnes qui sont aidées sur le département d'Ille-et-Vilaine par les Restaurants du Cœur, avec une proportion très importante de familles monoparentales, comme le disait Madame Motel. On retrouve effectivement ce constat-là. Et puis avec, notamment sur le bassin rennais, un nombre d'étudiants important. On est d'ailleurs en réflexion sur l'accueil de ces étudiants, puisque nos créneaux d'ouverture ne sont pas forcément très compatibles avec leur planning. Alors, voilà. Et on aura certainement à travailler avec les associations d'étudiants pour trouver des solutions, pour les aider davantage. Donc voilà le constat. Sur l'île-et-Vilaine, c'est sur 2024 plus de 2 millions de repas distribués au Restaurant du Cœur. Vous voyez, alors, avec nos difficultés, elles sont triples aujourd'hui. On a plus de personnes à frapper à notre porte. Nous avons moins de dons alimentaires, parce que la loi anti-gaspi fait que les plateformes logistiques, les grandes surfaces gèrent autrement leurs achats ou recyclent sur des paniers bas coût des produits à date courte, par exemple. Et ce sont des choses qu'ils donnaient aux associations caritatives et qu'ils ne donnent plus. Et donc, nous devons en même temps acheter davantage. Les achats des Restaurants du Cœur, c'est au niveau national 20 millions d'euros par mois. Et 20 millions par mois. Par mois. Et ces achats ont doublé en 3 ans. Il faut savoir que les Restaurants du Cœur pour l'Ille-et-Vilaine achètent plus de 1 240 000 euros chaque année, qui s'ajoutent aux dons alimentaires qui sont très importants, mais qui ne sont pas suffisants. Donc notre problème, il est un problème de capacité d'accueil, un problème économique, comme beaucoup d'associations, et puis après un problème de logistique. On a des soucis, on a 2 centres rennais qui sont à saturation, où il faudrait ouvrir un autre centre rennais. On a des problèmes sur certains sites, et on parle ici de Guichin, puisqu'on est sur le territoire de VHBC. On a des problèmes de locaux dans plusieurs de nos centres. Et la question qui nous pose souci, c'est les conditions d'accueil des personnes. Parce que les Restaurants du Cœur, c'est l'aide alimentaire, mais c'est pas que ça. Notre credo, à nous, c'est de dire, pour sortir de la précarité, un repas ne suffit pas. Et nos bénévoles sont formés pour accompagner, pendant la distribution alimentaire, les personnes qui viennent chez nous. Pourquoi les accompagner ? Eh bien, simplement pour instaurer un dialogue et éventuellement détecter d'autres besoins que le besoin alimentaire. Et ça s'avère souvent efficace. Des problèmes de logement, des problèmes de santé, des problèmes d'accès aux droits, des problèmes d'accès à l'informatique, aux outils. Et ça, nous, même si on ne peut pas développer toutes les solutions, on est en capacité, en collaboration avec souvent les CCAS, avec tous les services de l'État, avec France Service, on est en capacité de flécher des rendez-vous
et d'aider au maximum les personnes. Donc, ce que tu es en train de dire, finalement, c'est que le côté alimentaire est bien entendu crucial, puisqu'il est vital, mais on ne règle rien en donnant simplement à manger. Il faut essayer de traiter le problème d'une façon beaucoup plus large. Oui, c'est ça. En fait, l'accès à l'aide alimentaire au Restaurant du Cœur, c'est la porte d'entrée. Et comme on a un barème, parfois on est obligé de dire non. Malheureusement, depuis quelque temps, on a appris à nos bénévoles à dire non, on ne va pas pouvoir vous aider parce qu'on a encore des personnes en grand nombre qui sont dans une précarité encore plus grande que vous. Néanmoins, si on ne peut pas vous aider durablement au niveau alimentaire, on vous donne accès à tout le reste de notre suivi et de notre aide, de notre accompagnement. Que ce soit le vestiaire, l'estime de soi, l'accès aux droits, voilà, le numérique, voilà, donc l'aide au logement, l'aide à l'emploi, le départ en vacances. Les on vacances. a sur l'Ille-et-Vilaine en 2024 envoyé 55 familles en vacances qui pour la plupart partaient pour la première fois avec des enfants, quelquefois beaucoup de familles monoparentales avec des enfants. Et ça permet aussi cette parenthèse qui est donnée dans leur vie, qu'on leur offre en association, en partenariat avec la CAF. Ça leur permet de reprendre goût à essayer de s'en sortir et à faire des recherches et à trouver des solutions. Voilà. Merci. Est-ce que soit Michel, soit Capucine, vous voulez répondre à ce qui vient de... Enfin, rebondir plutôt sur ce qu'ils viennent de se dire? Capucine, peut-être Capucine Roussin de l'épicerie gratuite. Alors, bonjour et... Pardon. Bonjour et déjà merci d'avoir invité l'épicerie gratuite qui tente le plus possible de mettre en avant la voix des étudiants, qui n'est pas vraiment tout le temps entendue en fait aux bons endroits, au bon moment. Pour réagir avec ce qui vient d'être dit, déjà en fait on a des problématiques communes. Évidemment avec les Restos du Cœur, on est approvisionné aux mêmes endroits. Voilà, on est confronté tous les jours aussi à des personnes dans la pauvreté, dans la précarité. Mais pour vraiment se concentrer sur les étudiants, alors moi j'ai réussi à trouver une enquête de 2024. Donc on a des chiffres très frais. Donc c'est une enquête de l'IFOP sur la précarité étudiante en France. 36% des étudiants ont déjà sauté un repas, donc c'est souvent ou de temps en temps, ont déjà sauté des repas par manque d'argent. Et ça monte à 60% chez les bénéficiaires d'aide alimentaire. Donc c'est-à-dire que même avec cette aide alimentaire, les personnes... Ils ne mangent pas tous les jours à leur faim. Voilà, c'est ça. Les personnes sautent des repas. Donc évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, les étudiants, c'est une population qui est vraiment fortement touchée par la pauvreté. Parce que, tout bêtement, si on part du principe que le seuil de pauvreté, quand on prend vraiment au minimum du minimum, c'est 811 € par mois, la bourse maximum pour un étudiant, la bourse Crous, c'est 633,5 € par mois. Donc, c'est-à-dire que un étudiant qui n'est pas aidé par ses parents ne perçoit que 633,5 € par mois, hors petit boulot à côté, parce que évidemment un grand nombre d'étudiants dans la précarité font des petits boulots à côté, et comme tu le rappelais tout à l'heure, Michel, il y a beaucoup d'autres problématiques quand on est en études, sup. Concrètement, voilà, juste aller en cours et puis réviser ses cours et puis faire ses partiels. Donc nous, pour présenter un petit peu l'association aussi, donc c'est l'épicerie gratuite de Rennes 2. On est une association d'aide alimentaire qui a été créée en 2018 sur un constat de l'association Cœur Résistant, notamment, comme quoi il y avait de plus en plus d'étudiants qui venaient aux distributions alimentaires. Donc nous, on existe depuis à peu près 2019, donc un petit peu avant le Covid. Et on a remarqué, en fait, avec d'autres associations étudiantes d'aide alimentaire en Bretagne, que les étudiants avant venaient pour compléter leurs courses, et maintenant, c'est de l'ordre de
juste pour se nourrir, basiquement. C'est leur ressource principale pour certains. Pour certains, oui, tout à fait, c'est leur ressource principale. Donc nous, en fait, on est dans une... on essaie de toucher tous les étudiants de Rennes, même si c'est concentré à Rennes 2, évidemment. On a 3 distributions par semaine qui sont gratuites et inconditionnelles, c'est-à-dire qu'on ne demande aucun justificatif étudiant. C'est notre principe fondamental. Ce qui diffère un petit peu avec les Restos du Cœur, parce que vous avez été amené à mettre en place des critères, parce que vous ne pouvez pas rendre le service à tout le monde. Fait. Oui, parce que la surface d'intervention des Restos du Cœur est très large. Donc, et on a aussi une variété de populations que nous accueillons qui est beaucoup plus grande que la population étudiante. Mais je recoupe ce que tu as dit sur la difficulté pour les étudiants à accéder à l'aide alimentaire. Nous, on a fait 2 constats concernant les étudiants. Beaucoup d'étudiants sont endettés pour leurs études. Beaucoup d'étudiants ne sont pas aidés par leurs parents. Et beaucoup d'étudiants, un certain nombre d'étudiants, ne s'adressent pas forcément aux associations qui sont intramuros, on va dire, par pudeur, parce que c'est difficile d'afficher une situation de vulnérabilité, de précarité. Il y a le regard des autres qui peut être un frein. Et puis il y a peut-être aussi un complexe par rapport à... Finalement, je suis peut-être pas si mal loti par rapport à d'autres aussi. Il y a peut-être ça. Non, je sais pas. Je te pose la question. Là, j'ai pas vraiment les mesures de ça, mais ça peut exister certainement. Du coup, par rapport à l'expérience qu'on a nous, parce que nous, du coup, on est vraiment confrontés aux étudiants tous les jours. Oui, évidemment qu'il y a ce sentiment d'illégitimité qui est présent tout le temps. Quand on essaye de faire connaître l'épicerie gratuite, on a souvent des retours du style bah oui, mais j'en ai pas forcément besoin. Oui, mais il y en a d'autres qui en ont plus besoin que moi. Et en fait, il y a un esprit de solidarité chez les étudiants, mais en même temps, bah voilà, en fait, ça se prive d'aller aux distributions alimentaires. Sachant qu'actuellement, pour nos distributions, on a en moyenne 200 étudiants qui viennent. Donc 200 le lundi, 200 le mardi, 200 le vendredi. Donc 600 par semaine. Alors après, évidemment, des fois, des personnes viennent 3 fois par semaine. Mais on est quand même sur une grosse quantité. Et là... Excuse-moi, quelle évolution tu as vue depuis 2019 ? Vous avez commencé à combien ? Tu n'étais peut-être pas là à ce moment-là. Je n'étais pas là à ce moment-là. Mais évidemment qu'il y a eu une augmentation et surtout la population a énormément changé aussi. Avant, c'était un peu de l'entre-soi, c'est-à-dire que ça a commencé par des étudiants donc, qui s'engagent bénévoles et qui touchaient le cercle un peu proche. Et maintenant, on a énormément d'étudiants étrangers, étrangères. Parce que ça, on est vraiment sur une population qui est en très très grande difficulté. Parce que non seulement, une condition, arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est évidemment extrêmement déstabilisant. Et cette population n'a pas de bourse. Et tout à fait, c'est ça, exactement. Et cette population n'a pas de bourse. Donc on a énormément d'étudiants et d'étudiantes étrangers, étrangères. Mais évidemment, on a de tous les étudiants, de toutes les filières, de toutes les... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, et aussi, nous, on a une problématique de lien social. Parce que l'épicerie gratuite, donc c'est évidemment avant tout une association d'aide alimentaire, mais aussi un moyen de créer du lien social par les distributions entre les bénévoles, entre les bénéficiaires, entre bénévoles et bénéficiaires aussi. Et donc là, on a vu, ça nous fait vraiment une expérience concrète en plus dans l'actualité. Si vous le savez peut-être, la fac actuellement est fermée à cause du fait des blocages pour la revendication de plus de moyens pour la fac. Donc les activités de l'épicerie ont été arrêtées pendant 1 semaine et demie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de distribution pendant 1 semaine et demie. Hier, on a fait une distribution avec l'Union Pirate, qui est le syndicat. Voilà. On a eu 350, 400 étudiantes hier, qui, pour certains, en fait, n'avaient pas eu beaucoup de ressources. Donc, évidemment, on les a, pendant cette période-là, dirigées vers les autres associations d'aide alimentaire. Mais, voilà, on voit dans ces moments-là que c'est de l'ordre
vital. Tu démontres là que c'est du domaine du quotidien, du besoin quotidien des gens, quoi. Donc, on n'est véritablement pas du tout dans la notion d'urgence, on est dans la notion du quotidien et du structurel, quoi. C'est ça, tout à fait. Et ça, c'est compliqué. Voilà, ça, c'est compliqué. Alors ça recoupe, c'est assez amusant les chiffres qui viennent d'être énoncés, puisque sur les 2 sites, les étudiants sont concentrés sur nos sites rennais de distribution, et on a à peu près le même nombre d'étudiants à venir au Restaurant du Cœur. C'est à peu près 600 par semaine, chaque semaine, sur le centre de la Donnalière ou de la rue de l'Alma. Et ce qu'on constate par rapport aux étudiants, c'est aussi beaucoup d'étudiants étrangers. Voilà. Et ce que je veux souligner pour que l'on soit le plus précis possible, c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'au Restaurant du Cœur, on est loin de couvrir les besoins alimentaires d'une personne. Pour vous donner un exemple, pour une personne seule, on va donner l'équivalent de 8 repas par semaine. Donc ça, c'est un message important à faire passer, c'est de dire que les Restaurants du Cœur ou les épiceries solidaires, les épiceries sociales, ou les associations d'étudiants, ou les autres organismes comme la banque, le Secours populaire, nous ne sommes pas en concurrence. Tout à fait, oui, c'est très important de le souligner. Nous sommes complémentaires. Moi, je dis quelquefois, ça c'est mon rôle de trésorier, je voudrais bien être en concurrence avec la Banque alimentaire ou d'autres. Ça voudrait dire que nous couvrons les besoins. Mais les uns comme les autres, nous ne couvrons pas les besoins. Michel, tu vas peut-être rebondir là-dessus. Je suffoque un peu des chiffres que j'entends, tellement ça m'atteint émotionnellement, et vraiment c'est compliqué pour moi de trouver les mots de ce que je vais dire là. Alors je voudrais déjà faire un message aux gens qui écoutent et qui pourraient interpréter ce qu'on est en train de dire. Voilà. Vous faites bien de dire la réalité de la situation des étudiants qui viennent étudier en France et qui sont d'origine étrangère. Rappelez pourquoi ils viennent en France. Ils viennent en France parce que... alors, je vais me mettre dans le contexte d'un parent qui est né en France et qui a des enfants. On souhaite tous le meilleur pour nos enfants. On souhaite qu'ils aient une éducation. On souhaite que leur niveau de vie soit meilleur que le nôtre. C'est ce qu'on souhaite, nous, Français, pour nos enfants qui naissent ici. Ailleurs, c'est la même chose. Et quand on est dans un pays pauvre, quand on est dans un pays francophone et qu'on a la facilité... justement par le lien avec cette langue, cette richesse de la langue qui vit ailleurs sur le continent africain par ces gens qui continuent à la parler, évidemment, une des solutions pour sortir de la situation de pauvreté dans ces pays, c'est de venir étudier en France. Alors, on a des étudiants qui arrivent, qui ont le mérite, vraiment, parce que c'est méritant de faire cette traversée d'océan, parfois cette traversée de désert pour venir là, arriver dans une autre culture, être seul, s'intégrer, étudier, et réussir. Moi, j'ai des exemples concrets de gens qui ont réussi leurs études, qui parfois restent en France et apportent énormément à la France par tout le savoir qu'ils ont acquis, les compétences qu'ils nous donnent, ou parfois qui retournent dans leur pays d'origine et qui permettent à leur pays de se développer. Parce que, en fait, la question de la pauvreté, je voulais revenir sur ce sujet, il est mondial. Alors, vous avez cité tout à l'heure, Xavier, tu as cité tout à l'heure le fait que la France se retrouve dans le classement moyen. Alors, vous imaginez, être pauvre en France, c'est terrible. C'est une bataille du quotidien. Déjà, dès le 5 du mois, c'est déjà fini. On ne sait plus déjà comment on va gérer le reste du mois. Mais imaginez les autres pays. On est tous dans la situation. Et c'est pour ça que j'ai apporté le petit livre du Petit Prince et d'Antoine Saint-Exupéry. Voilà, la situation de l'humanité, c'est une situation, c'est l'universalité en vérité. Être pauvre ici ou ailleurs, c'est être pauvre, quoi. Et on aspire tous à répondre aux mêmes besoins essentiels. À manger dans son assiette, un toit sur sa tête, la meilleure éducation possible pour ses enfants, l'éducation, la formation, la santé. On aspire tous à la même chose. Alors du coup, je vais apporter une autre statistique sur laquelle je ne pensais pas avoir à évoquer le sujet, mais j'aimerais le dire quand même. Chez les personnes dans le taux de pauvreté, vous avez aussi beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration. Pourquoi cette situation ? On a une situation en France où des gens viennent ici pour travailler et on ne leur délivre pas forcément un titre de séjour pour travailler. Alors qu'ils veulent travailler. Ils ne viennent pas ici pour profiter d'allocations familiales, ils n'en ont pas.
Voilà. Si vous n'avez pas de titre séjour, vous n'avez pas accès aux droits sociaux. Je voudrais aussi corriger des conneries qu'on peut entendre sur la place publique sur le sujet. Donc, ils veulent travailler, qu'on libère le travail pour ces gens. Ils sortiraient des dispositifs de pauvreté. Et voilà, quoi. C'est assez simple. Moi, j'ai des exemples très concrets bien sûr. d'accompagner une famille qui est en demande de titre de séjour, qui a obtenu, moi c'est très concret, qui a obtenu une promesse d'embauche dans un service d'aide à domicile. Vous savez quand même que c'est un métier où on peine énormément à recruter. Et à ce jour, toujours pas de réponse de la préfecture pour savoir s'ils reçoivent une autorisation de travailler. Alors que de l'autre côté, la structure ne demande que ça des employés. Vous voyez, à un moment donné, auprès des personnes âgées, on a besoin d'énormément de personnes, mais qu'on laisse les gens travailler, quoi. Voilà. Ça, c'était, j'en profitais sur la situation des étudiants. Ça fait partie des problématiques, mais il faut dire aussi, pour revenir, et on finira là-dessus, sur les étudiants, il y a aussi également beaucoup d'étudiants français qui ont une difficulté importante à cause de la pauvreté, c'est que les parents maintenant ne peuvent plus ne sont plus aidants, ne peuvent plus être aidants. Et alors que il y a 20 ou 30 ans, la famille était aidante, aujourd'hui il y a des parents qui ne peuvent plus être aidantes. Et ça, c'est ça qui fait aussi que la pauvreté chez les étudiants a largement évolué. Alors, on pourrait y revenir, bien entendu, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi des 2 ou 3 choses aussi qui sont très prégnantes sur la pauvreté. C'est le problème du logement, le problème de la détresse psychologique également, le problème de la santé, le problème de la mobilité, etc. Parce que tout ça, de la précarité énergétique, tout ça fait partie complètement de la pauvreté, quoi. Alors, vous n'êtes pas expert là-dedans, mais peut-être que toi, Michel, ouais. En dehors de faire partie du conseil municipal, du conseil départemental et d'être la vice-présidente de l'Espace France Service, tu as à cœur de travailler pour 100 pour un toit. Est-ce que tu peux en reparler un petit peu ? Alors, en fait, 100 pour un toit, c'est une association qui vient en aide aux personnes privées de logement. Alors, quelles que soient les personnes, quelle que soit leur origine sociale, origine géographique, la porte d'entrée pour 100 pour un toit, c'est une personne est à la rue, voilà, on va essayer de trouver une solution. 100 pour un toit, on l'a cofondé avec Marie-Vonne Madec en 2022, quand une famille s'est retrouvée à la rue avec 3 enfants scolarisés à Guichen. La communauté éducative à l'époque, les enseignants, directeurs d'école et associations de parents d'élèves s'étaient tournés vers la commune de Guichen qui n'avait pas de logement temporaire. Ça, c'est un sujet. Et je voudrais qu'on en revienne après sur la question du logement temporaire. Et moi, j'ai une solution à proposer sur sa politique, une solution politique. Et donc, pas de logement temporaire, donc la famille à la rue, avec 3 enfants scolarisés. Donc nous, ça faisait longtemps avec Marie-Vonne qu'on se disait que déjà, la porte d'entrée pour résoudre les difficultés, toutes les difficultés dans la vie quotidienne, c'est déjà un toit. Parce que si vous n'avez pas de toit, évidemment, comment vous faites à manger, comment vous répondez à vos besoins sanitaires, hygiène, comment vous tombez aussi parfois dans les risques de violence, parce qu'une femme à la rue, elle a 3 fois plus de chances que d'autres de se faire agresser, et en 3 jours, en général, l'agression peut arriver. Donc, toutes ces questions-là. La sécurité, etc. Et là, excuse-moi, là, on est très loin de la marotte, de la recherche d'emploi. C'est même pas le sujet. C'est un toit sur sa tête, quoi. Et un toit sur sa tête, ça peut arriver à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, c'est très vite fait. Rupture familiale, perte de travail, allez, descente aux enfers, plus de logement. Dans un contexte où le logement aujourd'hui en Ille-et-Vilaine et partout en France d'ailleurs est saturé, sauf dans les zones très dépourvues de population. Mais dès que vous avez un territoire un peu dynamique économiquement, de toute façon, la question du logement va se poser. On peine à trouver des logements. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Avec Marie-Vonne, on s'est dit, nous, on va passer de l'indignation à l'action. C'est notre devise. Parce qu'il n'était pas question d'avoir 3 enfants à la rue. Du coup, on a fait une AG constituante. On a mobilisé des gens autour de nous. On a publié l'annonce dans le journal. Et il y avait 40 personnes présentes pour la création de cette association. Le principe est simple. 100 personnes, ou 100 familles, s'engagent à financer 6 € par mois pour héberger une famille, une personne. 100 fois 6, ça fait 600. C'est à peu près le prix d'un loyer pour un T2, en Ille-et-Vilaine. Et du coup, on a trouvé rapidement les adhérents. Une personne a accepté de nous faire confiance et de nous louer son logement. Donc, on a pu
mettre à l'abri cette famille. Cette famille. Après ça, de quoi on s'est rendu compte ? On s'est rendu compte que, en fait, on pourrait avoir plus de donateurs si on obtenait l'agrément fiscal. Donc, on a fait une démarche pour obtenir la déduction des dons qui nous étaient délivrés. Si bien que maintenant, une personne qui donne 6 € par mois, en réalité, ça lui coûte 2 €. Voilà, 2 € par mois, après déduction fiscale. Donc, c'est abordable pour beaucoup de gens. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Rapidement, on a été sollicité pour plein d'autres sujets. Parce que le mois de juillet... Lié au logement. Bah oui, au mois d'octobre, on a aidé à héberger un couple de personnes qui dormaient à la rue. Eux, ça faisait 1 an qu'ils étaient à la rue parce qu'ils avaient été gérants d'un hôtel et pendant la période Covid, ils s'étaient retrouvés à la rue. Donc, ils avaient été hébergés par des amis, mais après, ils n'avaient plus de logement. Donc, ils s'étaient retrouvés à la rue. Donc, eux, on a servi d'intermédiaire auprès de la commune de La Chapelle-Brixy. Le maire de La Chapelle nous a aidés à rentrer en contact avec Néotoa, un bailleur social, parce qu'il y avait un logement disponible sur la commune qui n'était pas utilisé. Donc, on les a équipés, on les a logés. Ensuite, on est intervenu pour une personne, une femme, qui dormait à la rue avec son fils de 16 ans, suite à violence conjugale. Alors, je vous donne le schéma. En fait, elle a été victime de violence conjugale. Elle est partie vivre chez sa sœur pour se mettre à l'abri. Au bout de 2 mois, parce qu'elle avait aussi des difficultés personnelles et que, voilà, on va parler après des questions mentales et de la souffrance psychique quand tout ça intervient, ça ne s'est pas bien passé avec sa sœur. Donc, sa sœur l'a foutue dehors. Donc, elle a été hébergée par des voisins. Et c'est là que les voisins nous ont contactés en disant nous, voilà, ça fait 1 mois que ça dure. Est-ce que vous avez une solution ? Donc, on est intervenu parce qu'elle allait se retrouver à la rue. On est intervenu juste avant, parce qu'elle avait dormi déjà 3 jours dehors avec son fils dans une voiture au bord de la Vilaine, son fils de 16 ans. Eh bien, on a trouvé une caravane qu'on a installée chez un fermier pendant 2 mois à Chartres-de-Bretagne, ce qui nous a permis de contacter le maire de Chartres, de lui dire, là, parce que je suis élue, donc ça facilite les relations. Donc là, Philippe, tu as une maman là avec son fils, et en 2 mois, il a trouvé la solution, logement trouvé définitivement. Voilà, donc J'ai d'autres exemples, oui, mais Xavier, il faut que je donne les exemples. C'est très important pour que les gens entendent bien, Xavier. On ne peut pas donner tous les exemples. Je vais te donner un exemple très concret d'une aide-soignante qui dormait dans sa voiture. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, on parle de la pauvreté et de seuil de pauvreté à 1 200 €, mais tu as tous ceux qui travaillent. D'ailleurs, quand on parle de pauvreté, il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins par leur travail. Pourquoi ? Parce que c'est là que la question du logement, elle intervient, Xavier. C'est que le logement est trop cher en France. Le logement en Ille-et-Vilaine est trop cher. On n'a pas assez de logements sociaux. Et c'est là qu'intervient ma proposition politique. Parce qu'à un moment donné, le logement temporaire, il sert de tremplin aux gens. Ça leur permet de ne pas tomber à la rue, ou de sortir de la rue pour que les solutions se trouvent, mais il faut du temps pour trouver un logement pérenne. Eh bien, on devrait obliger toutes les communes, toutes en France, toutes les communes d'au moins 4000 habitants, à avoir un logement temporaire, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est même pas le cas sur notre bassin de vie ici, ce qui n'est pas le cas en Ille-et-Vilaine. Et là, déjà, si tu rentrais sur la filière logement, je peux te dire que tout le reste derrière, comment tu manges, comment tu te chauffes, comment tu te soignes. Si déjà tu as résolu cette question du logement, il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi s'arranger plus facilement. Voilà. Non, moi je crois que tu as tout à fait raison. La difficulté, c'est comment arriver, les gens qui sont en déperdition, moi je vais appeler ça comme ça, comment les placer le plus vite possible. Et en effet, le logement intermédiaire, temporaire voilà, ne peut être que cette solution-là. Au niveau des étudiants, comment ça se passe au niveau du logement ? Il y a beaucoup de colocations maintenant Alors évidemment, vous connaissez évidemment, je pense, quelqu'un autour de vous qui est arrivé à Rennes en étant étudiant ou étudiante et qui a mis des mois à trouver son logement avec un loyer absolument faramineux pour franchement des choses pas forcément hyper... D'ailleurs, en début d'année, en début d'année, il y a plein de jeunes qui sont au camping des Gailleuls en attente de logement. Quand même. Tout à fait. Et puis même, évidemment, le Crous est limité aussi en termes de place. Nous, c'est presque un running gag au bout d'un moment. C'est-à-dire que, on va à Rennes, va falloir trouver le logement pendant 4, 5, 6 mois, voire plus pour ceux qui vraiment sont dans la galère. Donc nous, dans ces cas-là, en tant qu'association épicerie gratuite,
On essaye de faire venir chaque mardi plein d'associations différentes sur plein de thématiques différentes pour avoir de l'accès à l'information, pour pouvoir faire se rencontrer les associations, les étudiants, parce qu'en fait, c'est toujours dans la même lignée que le lien social. Il y a aussi le fait que les étudiants n'aient pas vraiment toujours accès à toutes les solutions, ne savent pas que les solutions existent aussi, parce que malgré toutes les super choses qui sont faites partout, il y a l'accès à l'information. Et évidemment, comme tu disais aussi, on est une génération, en tout cas, qui est très sur les colocations, le vivre ensemble. Et il existe plein de choses sur les colocations, ouais, effectivement. Alors voilà, bien entendu, on pourrait parler du logement pendant encore une heure, il y a aucun souci. On va peut-être on parlait un petit peu des problèmes de psychologie, des problèmes de mobilité également, et le problème d'énergie et puis de chauffage pour certains. Je sais pas. Est-ce que tu as quelques exemples à donner, quelques informations à donner là-dessus, Pierrick? Alors nous, Restos du Cœur, pendant longtemps, lorsqu'on examine la situation des personnes pour déterminer leur éligibilité, on prenait certaines charges et notamment pas les charges d'énergie. Donc depuis que les prix ont beaucoup augmenté, on a introduit cette notion-là. Et puis surtout, pour les personnes à la rue, parce qu'on a sur Rennes un service qui s'appelle le camion-bus, le camion du cœur, qui distribue le soir des repas chauds à table aux gens de la rue, sur la place de la communauté, auprès de Rennes Métropole. Donc le lundi et le mercredi, de façon complètement inconditionnelle, on distribue ces repas-là. Mais en même temps, pour ces personnes qui n'ont pas de toit, on a introduit dans notre barème une charge minimale pour leur permettre d'accéder à notre aide alimentaire. Parce qu'on se rend compte que c'est la double peine, sinon. Les gens qui n'ont pas de toit, s'ils ont un petit revenu, eh bien, on déduit rien au titre du logement, ils n'ont pas de facture, ils n'ont rien. Donc, on a fait cet effort-là pour leur permettre d'accéder à certaines aides. Et puis, je voulais aussi rebondir sur le fait qu'on constate vraiment sur ces services, on accueille entre 120 et 150 personnes chaque soir pour obtenir un repas chaud. On constate vraiment que l'absence de logement, ça précipite très vite, très très vite, dans la précarité, dans certaines addictions, ça expose à la violence et de façon très très rapide. Oui, voilà. Et puis tout ce qui est le domaine du soin, de la santé et du bien-être, là, on n'en parle même plus. Alors, on essaie d'en parler parce que on fait nos accueils en association avec la Croix-Rouge, avec également l'association La Ju, l'aide judiciaire d'urgence, pour permettre justement à ces gens qui ont des problèmes de papier d'essayer de trouver des solutions. Donc, c'est très important. On a également l'accès aux soins qui est un des facteurs sur lesquels on essaie d'œuvrer pour ces personnes qui sont dans la rue, mais également dans nos centres de distribution pour les personnes qui viennent régulièrement sur Rennes notamment. On regarde tous ces aspects juridiques de papier, de titre de séjour et d'emploi et d'assurance maladie. On revient sur le fait que prendre en compte la pauvreté, c'est prendre en compte la globalité de la personne. C'est ça. On n'a que très peu de temps pour finir. Je voudrais quand même qu'on parle un petit peu, on a parlé du problème de la santé, mais il y a aussi quelque chose qui est très prégnant, c'est la santé mentale. Est-ce que quelqu'un a envie d'en parler un petit peu de la santé mentale? Michel, si tu veux, et puis après Capucine. Sur ce que tu disais, Pierrick, sur les personnes à la rue. De l'œuf ou de la poule, la question des addictions, est-ce qu'ils sont à la rue parce qu'ils avaient des addictions ou est-ce qu'ils ont des addictions parce qu'ils sont à la rue? Et en vérité, quand tu parles avec eux, moi j'ai accompagné plusieurs personnes à la rue, notamment des jeunes. Sortir des addictions quand tu es dans la rue, c'est très compliqué. Oui. Tu as beaucoup aussi de jeunes à la rue qui sont atteints de pathologies psychiatriques. Il faut arrêter de se mentir sur ça aussi. Et si on ne prend pas, et c'est ça aussi la globalité,
en question la gestion des troubles psychiatriques, c'est des grenades dégoupillées dans la rue. Faut être clair, parce que ils peuvent décompenser. C'est la vie à la rue, c'est juste inhumain. Parce que moi, je me souviens d'un jeune que j'accompagnais. Il voulait pas que je l'approche, que je touche, parce qu'il avait la gale à force de dormir dans les parkings souterrains. Donc, il avait les chaussures complètement éventrées, les pieds défoncés. Enfin, c'est ça le problème de santé physique. Évidemment, pour tenir sur la difficulté physique, les addictions, elles t'aident à oublier toute cette douleur physique et cette souffrance. Et en même temps, quand ils se retrouvent dans la rue, il y a tout qui leur revient, toute la souffrance de leur vie, parce qu'il faut savoir qu'il y a 25% des personnes qui sont dans la rue qui sont en fait des anciens jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire des jeunes qui ont eu déjà une enfance fracassée, qu'on retrouve à la rue. Mais elle est où cet humanisme en France de laisser nos jeunes, nos enfants à la rue? Donc c'est pour ça que moi je dis, ça c'est de la politique. Moi là, on fait les constats. Moi, les constats, c'est une chose. Mon coup de colère, il va sur les solutions. D'abord, pour moi, j'ai quelque chose de bien en tête, c'est un logement d'abord. Et après, tu prends la globalité de la personne dans son ensemble, c'est-à-dire sa santé mentale, sa santé physique, son hygiène, sa formation, son alimentation. Mais sans logement, tu ne peux pas entrer sur les thématiques. Tu ne fais que mettre des pansements sans arrêt. On reste sur la santé mentale. On peut être que d'accord sur la santé mentale pour les étudiants, parce que c'est quelque chose d'assez particulier aussi. Bah oui, alors donc je suis tout à fait en accord avec tout ce que dit Michel depuis tout à l'heure, évidemment. Alors, donc, on recontextualise, le Covid a été complètement dévastateur, parce que dans une période de la vie très centrée sur le lien social, le fait d'être confiné, a laissé des grandes séquelles. Donc, on s'en remet, la communauté étudiante, de manière générale, s'en remet petit à petit. Mais en fait, là, actuellement, on est quand même dans un contexte national, mais absolument dingue, de grosses crises écologiques, de crises politiques à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle mondiale. Nous, on est beaucoup à regarder les infos sur plein de plateformes différentes et de se rendre compte qu'en fait, on a un avenir de vie incertain. Donc, on est au début de notre vie et en fait, on se dit, OK, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on va pouvoir vivre notre vie comme on l'entend, comme on le sent, comme on en a envie? Donc, oui, évidemment que ça a des grosses répercussions sur la santé mentale dans les étudiants. Alors, les étudiants, les jeunes de manière générale. Là, si on prend la tranche 15-25, voire même plus large, voilà, c'est une problématique de tous les jours. Et on parlait de l'effet domino tout à l'heure. Une santé mentale qui décline, c'est des études qui sont de plus en plus compliquées à tenir. Bon, je ne parle même pas en plus des conditions d'études actuellement. Voilà, les universités, c'est terrible en ce moment aussi. Et voilà, et c'est boule de neige. Et la santé mentale, c'est aussi une façon de tenir debout et d'être ensemble. Et voilà, il y a beaucoup de bâtons dans les roues de tous les côtés, et c'est compliqué, quoi. Oui, alors, les jeunes vivent dans un monde angoissant pour l'avenir, surtout pour leur avenir. Et c'est vrai que ça aide pas à sortir la tête haute de tout ce qui se passe tout autour de nous. Alors, on pourrait parler de plein d'autres choses. Moi, j'avais envie, mais on n'aura pas le temps, je suis désolé, de parler du reste à vivre. Mais finalement, on l'a touché plein de fois. Voilà, parce que même quelqu'un qui touche 1 400 €, il y a 800 € qui partent sur des charges générales, il reste plus grand chose. Le pépin est une catastrophe. La voiture qui se casse, c'est la catastrophe, parce que de toute façon, ils n'ont pas de moyens de faire d'emprunt, etc. Et donc, pas forcément de moyens de transport collectif. Tout pas à l'heure, tu forcément. voulais parler Ouais. de ça, mais Bah trouver oui, de la du mobilité. travail, c'est se déplacer. Oui. Je connais des jeunes qui n'ont pas le permis, Bah qui oui, n'ont pas tout du à coup fait. de voiture, qui habitent dans nos zones rurales, qui n'ont pas d'accès facilité à l'emploi. Sachant qu'on a des entreprises aujourd'hui très exigeantes sur le niveau de qualification des jeunes. Ils disent ne pas trouver de personnel, mais parfois ils ont une très grosse exigence. Il faut voir le nombre d'entretiens pour avoir accès à un emploi qu'il faut passer, entretien en visio, tests psychologiques, et j'en parle.
franchement, je vais parler comme une vieille, mais c'était pas comme ça à mon époque. Moi, je crois qu'aussi les jeunes, ils sont en souffrance parce qu'à la fois, ils ont peut-être pas l'impression qu'on leur facilite la vie non plus, nous, sur le marché du travail, leur entrée sur le marché du travail. Et quel niveau de rémunération on leur propose? Ils font de la colocation, parfois par choix, parfois par obligation, oui, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas avoir un appartement seul, même s'ils ne supportent pas leur colocataire. Donc, de toute façon, voilà, on en est là. Alors, on va essayer. Sur la mobilité, je voulais... Pierrick, juste Oui. en 2 mots, s'il Oui. te plaît. Non, je voulais simplement dire que la mobilité, ça peut être un frein pour plein de sujets. Ça peut être un frein, au Restaurant du Cœur, par exemple, pour l'accès des personnes à notre aide, notamment au milieu rural. Bah oui. Il n'y a pas forcément le transport adapté partout. Voilà. Même en milieu urbain, quelquefois, on nous dit « mais ça coûte cher de venir ». Voilà. Faut savoir que, à titre d'information, on a au Restaurant du Cœur mis en place des possibilités de microcrédit pour faciliter la réparation d'un véhicule, l'achat d'un véhicule, d'une mobilette, d'une petite, voilà. On a des partenariats avec des établissements bancaires ou des bénévoles qui sont formés, qui sont parfois des anciens cadres bancaires, permettent donc cet accès-là, ça c'est bien. Et l'autre sujet que je voulais aborder qui concerne aussi la mobilité, c'est la mobilité des bénévoles. Parce que on a... Merci les bénévoles. Voilà, C'est vrai. merci les bénévoles. Mais je crois que toutes les associations, aujourd'hui, ont un vrai problème de bénévoles. Un vrai problème pour trouver des bénévoles qui sont sollicités par beaucoup d'associations. Je crois que la France doit être le recordman Oui, tout à fait. du monde Du bénévolat. du bénévolat. Le nombre de structures sportives, culturelles, d'aide qui sont structurées grâce aux bénévoles. Je vais simplement vous dire que l'Ille-et-Vilaine, au Restaurant du Cœur, c'est pratiquement 1180 bénévoles pour 370 000 heures de travail de bénévolat. Ça, c'est important parce que souvent dans les stades de la France travaille moins. Être bénévole, c'est travailler. Exactement. Et donc ça devrait être inclus dans les stades du niveau de travail des Français. Tout à fait, tout à fait. À l'épicerie- Tout à fait d'accord. Capucine, à juste l'épicerie un dernier gratuite, mot. je l'ai pas précisé, mais c'est les bénévoles sont tous et toutes étudiants et étudiantes. Ouais. Donc c'est des étudiants qui aident des étudiants. Moi, je voudrais quand même juste te dire quelque Faut que tu chose. finisses vite, C'est Michel. l'association 100 pour un toit. Aujourd'hui, sur la question de logement, on ne reste pas que sur des constats. Nous, on aime trouver des solutions. D'ailleurs, j'aimerais bien, Xavier, que la prochaine fois, tu nous refasses une heure avec... On propose des solutions les uns les autres, parce que là, on est beaucoup sur les constats, mais on a des solutions, parce qu'évidemment, on ne reste pas sur ces constats de tristesse. La solution, nous, c'est qu'on a acquis 3 chalets en bois pour faire du logement temporaire sur le territoire. On les a acquis sur un camping. Et là, on est en train de chercher un terrain d'une commune qui nous mettrait à disposition sous forme d'une location. On va reconstruire ces 3 chalets bois de 36 mètres carrés pour faire de l'hébergement temporaire. Pourquoi des chalets bois? Parce que c'est économe en termes d'isolation, c'est facile à remonter, c'est de l'économie circulaire pour ce qu'on récupère sur un camping, on les rénove, on les restaure. Et on compte faire beaucoup de hameaux solidaires. Et là, je reviendrai sur la question de la convivialité, parce qu'on veut créer ces hameaux solidaires à chaque fois 3 ou 4 chalets bois, parce qu'on veut faire réseau avec les gens qui vivent autour, créer des ateliers ensemble, des ateliers potagers, des ateliers cuisine, des ateliers couture, et que sais-je encore, des ateliers réparation de vélos. Je voudrais quand même finir sur une citation. C'est celle du Petit Tu es Prince. bavarde. Hein. Non, mais du Petit Prince, c'est, il me semble essentiel de le dire, c'est le renard qui dit au Petit Prince, j'ai un secret. Vous la connaissez? Alors, on te laisse le dire. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et j'aimerais que la France se réveille. En tout cas, les bénévoles le savent et le font. Et cette citation, elle leur sert de moteur, mais que tous, on voit mieux avec notre cœur, en fait. Tout à fait. Ben, on finit sur un bel espoir. Je voudrais dire aussi que on n'a pas donné de beaucoup de solutions, il y en avait quand même énormément, parce que aussi bien les Restos du Cœur que l'épicerie solidaire, que Sans Toit, L'épicerie gratuite. Sans pour un toit, vous proposez non seulement de l'alimentaire, mais également tout un service qui est, et tu fais bien de le dire, Capucine, qui est très mal connu. Il faut essayer de faire connaître aux gens en difficulté et aux autres
parce que tout le monde peut aider les autres, rien qu'en disant, ben voilà, tu vas voir, tu auras peut-être quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'important. La Non. question des solutions, c'est comment on fait qu'on n'est plus sur un phénomène de puits sans fond. Il y a une explosion de la pauvreté. Les Restos du Cœur l'ont dit, ils sont obligés de sélectionner les personnes parce qu'ils n'arrivent pas à fournir à tout. Elle est là, la question de quelle solution on propose pour l'avenir. C'est pour que la pauvreté ne continue pas d'exploser. Voilà, c'est ça, moi, mon sujet. Non, mais bien sûr. C'est pour ça qu'une autre émission vaudrait le coup pour dire qu'est-ce qu'on peut proposer pour que ça n'explose pas. Ouais. Mais là, c'est hautement politique. Mais c'est intéressant. Alors, je remercie Michel Motel, qui est conseiller municipal, conseiller départemental, vice-présidente d'Espace France Service, et puis qui travaille à 100 pour un toit. Non, je ne travaille pas, tu es bénévole. Cofondatrice De 100 pour un toit. Voilà. Je suis même plus dans le cercle. Pierrick Armand, qui est trésorier au Resto du Cœur, et Capucine Roussin, qui s'occupe avec plein d'autres mondes autour d'elle, de l'épicerie gratuite de Rennes 2. Je vous remercie beaucoup et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission sur économie sociale, écologie, comment les lier les uns aux autres. Merci beaucoup. Merci. À plus tard. Merci.